Dans un point reculé du sud irakien, sous des kilomètres de sédiments accumulés pendant des époques innombrables, reposaient des fragments céramiques que nul œil contemporain ne devrait avoir découverts. Des archéologues britanniques et français du XIXe siècle ont excavé ces ruines dans l'espoir de découvrir des bijoux, des statues, des trésors dignes des vitrines européennes. Ils ont trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux et dangereux. Des tablettes d'argile couvertes de marques cunéiformes, des milliers d'entre elles, cataloguées, emballées, envoyées dans des musées à Londres, Paris, Philadelphie, Istanbul. Traduites au fil des décennies par des linguistes obsessionnels qui ont consacré des vies entières à déchiffrer chaque entaille pressée sur cette surface millénaire. Le contenu révélé aurait dû enflammer intellectuellement la planète. Cela ne l'a pas fait, s'était étouffé, classé comme folklore mésopotamien, relégué à des étagères poussiéreuses de départements académiques obscurs. Mentionné uniquement dans des notes de bas de page de thèse que très peu d'êtres humains liront jamais. Parce que ce que ces tablettes décrivent menace simultanément deux piliers fondamentaux de la civilisation occidentale, la religion organisée et la science institutionnalisée. Elles contredisent les deux. Elles déstabilisent des certitudes théologiques cultivées pendant des millénaires. Elles exposent des lacunes évolutives que les biologistes préfèrent ignorer poliment. Elles présentent des réponses là où il ne devrait exister que des mystères pratiques, des réponses sur qui a réellement fabriqué l'être humain, comment, où, quand, et surtout, pour quelles raisons. Vous êtes sur le point d'entendre ce récit complet, sans censure, sans filtre académique assainissant, sans ce vernis condescendant habituellement réservé aux anciens mythes. Juste le récit brut, tel que les scribes sumériens l'ont préservé il y a environ 6000 ans, époque où enregistrer des mensonges dans l'argile sacrée équivalait à une blasphème punissable par l'exécution. Les gens qui risquent de mourir pour l'acte d'écrire méritent généralement de l'attention quand ils parlent. Considérez d'abord une énigme qui dérange les paléontologues honorés depuis des générations. Pendant 200 000 ans, notre espèce a erré sur la planète en se comportant de la même manière que n'importe quel autre grand mammifère. Nous récoltions de la végétation sauvage, nous chassions des proies en utilisant des outils rudimentaires taillés dans la roche. Nous dormions exposés aux intempéries. Nous mourions jeunes, dévorés par des prédateurs, décimés par des infections banales, incapables d'articuler une pensée abstraite complexe. 800 générations consécutives répétant exactement le même schéma. Stagnation absolue. Puis, dans un intervalle géologiquement instantané, tout se transforme radicalement. Une civilisation sophistiquée émerge dans la vallée entre le Tigre et l'Euphrate. Des villes géométriquement planifiées surgissent là où auparavant il n'y avait que des marais désolés. Des systèmes hydrauliques ingénieux irriguent des cultures organisées. Des codes législatifs régulent une conduite sociale complexe. Une astronomie d'une précision déconcertante cartographie les mouvements célestes, avec une marge d'erreur inférieure à celle produite par des télescopes européens 5000 ans plus tard. La métallurgie, l'algèbre, la pharmacologie, l'architecture monumentale, tout cela surgissant pratiquement en synchronie, concentré géographiquement dans un territoire minuscule. Les historiens conventionnels ont forgé l'étiquette « révolution néolithique » pour encapsuler ce phénomène. Une expression sophistiquée qui masque élégamment sa propre insuffisance explicative. Aucun paradigme darwinien orthodoxe ne justifie adéquatement un saut cognitif civilisationnel de cette ampleur se produisant à cette vitesse. Une mutation génétique naturelle opère sur des échelles temporelles largement supérieures. La pression environnementale produit des adaptations incrémentales, graduelles, jamais des explosions culturelles totalisantes simultanées. Quelque chose de différent s'est produit en Sumer, quelque chose d'externe, quelque chose de délibéré. Les Sumériens eux-mêmes ont clairement expliqué quoi, avec une richesse extraordinaire de détails. À travers des centaines de compositions littéraires gravées sur ces tablettes cunéiformes aujourd'hui dispersées dans des collections muséologiques prestigieuses dans l'hémisphère nord. Ils ont enregistré l'arrivée de visiteurs stellaires, des entités provenant de l'espace profond, originaires spécifiquement d'un corps planétaire appelé Nibiru, dont la trajectoire orbitale elliptique compléterait un circuit solaire environ tous les 3600 ans terrestres. Ces voyageurs apportaient avec eux une hiérarchie gouvernementale rigide,
des généalogies étendues, des rivalités dynastiques violentes, des appareils technologiques suffisamment sophistiqués pour permettre un transit interplanétaire régulier. Ils ont reçu une désignation précise dans la langue sumérienne, Anunnaki. Des philologues spécialisés dans les langues sémitiques anciennes traduisent le terme littéralement comme « ceux qui du firmament ont atteint le sol terrestre ». Cette traduction figure dans des compendiums lexicographiques assyriens publiés par des universités telles qu'Oxford, Yale, Chicago. Des publications sérieuses, révisées par des pairs, soutenues par des décennies de recherche comparative. Donc, avant que tout réflexe défensif automatique ne pousse votre attention ailleurs, reconnaissez, la base documentaire est légitime, vérifiable, palpable, accessible à tout citoyen prêt à visiter les galeries mésopotamiennes de ces musées. Nier l'existence physique de ces enregistrements exigerait de nier l'archéologie elle-même en tant que discipline. Le véritable affrontement se concentre exclusivement sur l'interprétation. Et interpréter fidèlement ces documents conduit à des conclusions vertigineuses. Comme le narrent les textes, les Anunnaki ont atterri sur cette planète des centaines de milliers d'années avant que la civilisation sumérienne n'émerge. Une motivation strictement pragmatique poussait l'expédition. Extraire de l'or. Ils avaient besoin du minéral pour réparer la couverture atmosphérique dégradée de Nibiru. Des ouvriers divins subordonnés, une catégorie céleste nommée Igigi, exécutaient initialement le travail extractif. Une exploitation brutale, inhumaine, épuisante dans des régions correspondant à l'actuel sud-est africain. Après des époques à supporter cette exploitation impitoyable, les Igigi se sont rebellés. Ils ont déposé les outils. Ils ont incendié les camps. Ils ont catégoriquement refusé de retourner aux excavations souterraines. Crise installée, conseil convoqué, Enlil, commandant suprême de la mission terrestre, premier-né favorisé par le patriarche Anu, a exigé une punition exemplaire contre les rebelles. Mais Enki, frère rival, scientifique brillant, maître en manipulation biologique, a proposé une alternative ingénieuse au blocage. Fabriquer un travailleur de remplacement. Mélanger l'héritage génétique Anunnaki avec du matériel chromosomique de primates terrestres déjà disponible sur le continent africain. Engendrer une créature hybride, dotée d'une intelligence opérationnelle suffisante pour obéir à des instructions complexes, mais cognitivement limitée au point de ne jamais contester la servitude imposée. Ninursag, une divinité féminine spécialisée dans la gestation et la biogénèse, a collaboré directement au processus. Après de multiples tentatives infructueuses documentées dans les propres textes, l'expérience a finalement produit un résultat viable. Ils l'ont appelé Adamu. Absorbez cette information lentement. Permettez à chaque ramification conceptuelle de s'étendre dans votre compréhension. Nous sommes devant le récit fondateur le plus ancien jamais déterré, antérieur aux Genèses hébreux de milliers d'années, détaillant l'ingénierie génétique intentionnelle exécutée par des intelligences extraterrestres visant à satisfaire une demande économique minérale. Ce paradis édénique décrit plus tard dans la Bible, les textes sumériens font référence à eux. Din, désignation pour un périmètre contrôlé, interdit, supervisé en permanence. Une installation de laboratoire entourée. Le fruit interdit, une codification symbolique du savoir procréatif qu'Enki a clandestinement transféré aux premiers hybrides, en désobéissant aux instructions explicites d'Enlil, acte qui a déclenché une rupture irréparable entre les deux. Le serpent séduisant mentionné dans la Genèse, Enki, personnellement, représenté de manière récurrente dans l'iconographie sumérienne par l'emblème ophidien, 2 serpents enroulés autour d'un bâton vertical. Un symbole qui, des millénaires plus tard, la médecine occidentale adopterait comme un signe universel, le caducée. Coïncidence accidentelle? Imagination féconde de nomades pastoraux. Parallélisme culturel fortuit. Maintenez cette position confortable aussi longtemps que vous le pouvez. Elle va progressivement s'effondrer au cours des prochaines heures. Parce que dans cette vidéo, nous parcourrons chaque chapitre de cette chronologie supprimée. Nous enquêterons sur Nibiru, composition orbitale, périodicité catastrophique, corrélation avec les extinctions massives terrestres documentées géologiquement. Nous disséquerons l'antagonisme dévastateur entre Enlil,
régent implacable, favorable à l'extermination complète de la race humaine lorsque celle-ci a cessé de servir ses objectifs, contre Enki, créateur insurgé qui a tout misé pour sauvegarder ce qu'il avait conçu. Nous examinerons le déluge universel comme un événement géophysique concret, un tsunami continental provoqué par le déplacement de la calotte glaciaire antarctique, prévu, calculé et intentionnellement dissimulé par la direction Anunnaki, qui prévoyait de laisser l'humanité périr. Sauf qu'Enki a de nouveau désobéi. Il a secrètement averti un homme nommé Ziusudra, rebaptisé des millénaires plus tard comme Noé par la tradition juive, Utnapishtim par la babylonienne, Manu par la hindoue. Nous parcourons des monuments architecturaux éparpillés à travers les continents. Gizeh, Baalbek, Pumapunku, Göbekli Tepe, Sacsayhuaman, Teotihuacan, des constructions dont la complexité constructive défie absolument chaque outil supposément accessible aux époques officiellement attribuées à leur érection. Des blocs mégalithiques imbriqués avec une tolérance submillimétrique. Des coupes angulaires parfaites en granit et en diorite. Des matériaux qui nécessitent des outils diamantés pour être usinés aujourd'hui. Nous cartographierons des résonances mythologiques transocéaniques perturbantes. Traditions hindoues, mayas, égyptiennes, nordiques, aborigènes, polynésiennes, cosmogonies séparées par des continents, des océans et des époques entières, toutes résonnant avec des composants narratifs identiques à cette matrice sumérienne originale, comme des fragments dispersés d'un vitrail primordial brisé à l'aube des temps. Et nous confronterons la question terminale, celle capable de remodeler définitivement votre relation avec votre propre existence, si des intelligences technologiquement supérieures ont effectivement conçu notre espèce dans un laboratoire éloigné dans un passé abyssal, répondant à une demande utilitaire spécifique. Quel destin ont-elles prévu pour l'expérience? Avons-nous été abandonnés lorsque les ressources minérales se sont épuisées, émancipés lorsque notre multiplication a rendu le contrôle direct impraticable? Ou restons-nous surveillés, observés par des consciences que nous reconnaîtrions instantanément si nous savions au moins où diriger notre regard? Quelque chose vous a guidé jusqu'à ce point précis. Une rationalité pure, peut-être, un instinct ancestral, possiblement, ou ce malaise particulier qui surgit lorsque nous pressentons la proximité d'une compréhension transformative, la perception que quelque chose de colossal a toujours été là, camouflé sous l'évidence quotidienne, attendant patiemment le moment exact de notre préparation. Installez-vous confortablement. Maintenez un scepticisme critique comme boussole. Ce sera votre outil le plus précieux dans cette expédition. Cependant, gardez également une ouverture minimale dans votre conscience. Une brèche, une fissure subtile. Certaines révélations n'ont besoin que de cela pour pénétrer. Un espace infime entre ce que nous croyons savoir et ce qui est réellement. Quand elles traversent cette fissure, elles remplissent chaque recoin. Commençons. Il existe un corps céleste que l'astronomie officielle considère comme une hypothèse marginale, mais que des civilisations ancestrales ont décrit avec un étonnant détail technique des millénaires avant l'invention du télescope. Les Sumériens l'appelaient Nibiru. Les Babyloniens ont perpétué des enregistrements similaires dans leur compendium astronomique. Des textes akkadiens font référence à son passage périodique en l'associant directement à des convulsions géologiques catastrophiques à la surface terrestre. Nibiru, comme documenté dans les tablettes cunéiformes, traduites par des chercheurs tels que Zekaria Sitchin, chercheur azerbaïdjanais-américain diplômé de la London School of Economics, parlant couramment l'hébreu, l'akkadien et le sumérien, occupait une position centrale dans la cosmogonie mésopotamienne. Il n'apparaissait pas comme abstraction poétique ou allégorie spirituelle. Il recevait un traitement identique à celui réservé à Jupiter, Saturne, Mars, des corps planétaires concrets dont les positions célestes étaient calculées avec une précision mathématique impressionnante par les prêtres astronomes sumériens. Les enregistrements indiquent une orbite massivement elliptique. Alors que les planètes conventionnelles de notre système solaire parcourent des trajectoires relativement circulaires, complétant des cycles en quelques mois ou quelques années terrestres, Nibiru décrirait une ellipse colossale, s'éloignant périodiquement vers des régions extrêmement éloignées de l'espace, revenant à la proximité solaire environ tous les 3600 ans. Cette période orbitale, appelée char par les Sumériens, fonctionnait comme une unité chronologique fondamentale dans leur calendrier. Maintenant, observez quelque chose de fascinant.
En 1983, le satellite IRAS, Infrared Astronomical Satellite, projet conjoint de la NASA, de l'agence spatiale néerlandaise et britannique, a détecté un objet massif dans les profondeurs du système solaire extérieur. Le Washington Post a publié un article rapportant la découverte d'un corps céleste, possiblement aussi grand que Jupiter, orbitant à des distances immenses. Après cette publication initiale, silence absolu. Aucun communiqué subséquent. Aucune conférence explicative. Le sujet s'est simplement évaporé des canaux officiels. En 2016, les chercheurs Konstantin Batygin et Michael Brown du California Institute of Technology ont publié une étude rigoureuse dans l'Astronomical Journal, démontrant des preuves gravitationnelles cohérentes pour l'existence d'une 9e planète massive, orbitant bien au-delà de Neptune. Ils ont provisoirement baptisé l'hypothèse de planète 9. Les caractéristiques orbitales décrites dans cette étude contemporaine présentent une ressemblance troublante avec celles attribuées à Nibiru par les Sumériens des millénaires auparavant. Coïncidence? Peut-être. Cependant, des coïncidences accumulées en quantité suffisante cessent de mériter cette étiquette confortable. Selon les récits mésopotamiens compilés principalement dans l'épopée Enuma Elish, poème cosmogonique babylonien qui précède la Genèse biblique, Nibiru a joué un rôle crucial dans la formation même du système solaire tel que nous le connaissons. Le texte décrit, en utilisant un langage mythologique, une collision céleste dévastatrice entre Nibiru, appelé Marduk dans des versions babyloniennes ultérieures, et une planète primordiale nommée Tiamat, positionnée à l'origine entre Mars et Jupiter. De cette collision seraient résultés 2 produits, des fragments plus petits de Tiamat, formant la ceinture d'astéroïdes, exactement là où les astronomes modernes confirment l'existence d'une telle ceinture, et la portion plus grande du corps déchiqueté étant projetée vers l'orbite intérieure, se stabilisant finalement à la position actuellement occupée par la Terre. Notre propre planète, selon cette cosmogonie, serait le vestige de ce cataclysme primordial. Curieusement, l'hypothèse de l'impact géant, théorie scientifique dominante contemporaine sur la formation lunaire, postule un événement remarquablement analogue. Un corps céleste massif entrant en collision avec la prototerre au stade formateur du système solaire, générant des débris qui se sont agglomérés pour former la Lune. Des modèles computationnels publiés dans des revues telles que Nature et Science corroborent cette dynamique collisionnelle. Des Sumériens décrivant des calculs orbitaux il y a 6000 ans, enregistrant une mécanique céleste que des astrophysiciens modernes n'ont modélisée numériquement que récemment. Un scepticisme sain exige une explication plausible pour ce niveau de correspondance. Revenant à la narration Anunnaki, Nibiru abritait une civilisation technologiquement avancée, confrontée à une crise environnementale sévère. La couverture atmosphérique protectrice de la planète se détériorait progressivement, exposant les habitants à une radiation cosmique létale. Des scientifiques nibiruans auraient identifié une solution potentielle. Des particules métalliques d'or suspendues dans la stratosphère pourraient reconstituer la barrière protectrice, filtrant la radiation nocive. La recherche terrestre contemporaine valide étonnamment ce principe. L'ingénierie géosolaire, un domaine scientifique légitime étudié par des institutions telles que Harvard et le MIT, examine précisément la dispersion de particules réfléchissantes dans l'atmosphère supérieure pour atténuer les effets climatiques adverses. Des nanoparticules métalliques figurent parmi les candidates sérieusement évaluées. Le concept n'appartient pas à la science-fiction. Il habite des laboratoires réels, finance des bourses académiques authentiques, génère des publications évaluées par des pairs. Nibiru disposait de ressources minérales insuffisantes pour satisfaire la demande aurifère nécessaire. Des expéditions exploratoires auraient cartographié le système solaire intérieur à la recherche de sources alternatives. La Terre, géologiquement active, riche en dépôts aurifères accessibles, s'est présentée comme candidate idéale. La première mission a atterri dans la région mésopotamienne, établissant une base opérationnelle appelée Eridu, un terme sumérien signifiant « maison construite loin de chez soi ». L'archéologie confirme qu'Eridu est le plus ancien établissement identifié en Mésopotamie. Des fouilles ont révélé des strates d'occupation datant d'environ 5400 ans avant notre ère, bien que des textes sumériens attribuèrent la fondation à une époque largement antérieure,
à des périodes que les historiens conventionnels rejettent comme fantaisistes. Le commandement de l'expédition a d'abord été confié à Enki, le fils aîné d'Anu, souverain suprême de Nibiru, mais né d'une concubine donc dépourvue de droit de succession complet. Par la suite, Enlil, demi-frère né de l'épouse officielle d'Anu, héritier légitime du trône, a été dépêché sur Terre, assumant l'autorité administrative sur toute l'opération. Cette dynamique fraternelle conflictuelle imprègne absolument chaque chapitre subséquent de la saga Anunnaki et, de manière arguable, a façonné le destin entier de l'espèce humaine. Enki, brillant, créatif, émotionnellement complexe, souvent décrit avec une véritable affinité pour les créatures terrestres, a profondément ressenti la subordination imposée. Enlil, discipliné, autoritaire, pragmatique jusqu'à la froideur, considérait la mission comme strictement opérationnelle. Extraire des ressources, restaurer Nibiru, mettre fin à la présence terrestre. Les êtres natifs de cette planète représentaient une faune locale sans importance. Des outils jetables, au mieux. Deux visions incompatibles sur la valeur de la vie biologique terrestre. Deux philosophies antagonistes, opérant au sein de la même structure hiérarchique. Cette tension permanente entre le créateur compatissant et le commandant utilitariste constitue possiblement le conflit le plus conséquent de la préhistoire. Un affrontement dont les répercussions résonnent encore aujourd'hui dans chaque débat éthique sur les droits humains, la dignité existentielle et le but civilisateur. Des bases supplémentaires ont été établies progressivement. Baalbek, dans l'actuel Liban, aurait servi de plateforme d'atterrissage et de décollage, explication potentielle pour ces pierres trilithiques colossales de 900 tonnes chacune, taillées avec une précision millimétrique et transportées en montagne en utilisant des méthodes que des ingénieurs contemporains admettent franchement ne pas connaître. Bad Tibira fonctionnait comme un centre métallurgique pour le traitement minéral. Sipar opérait comme une base aérospatiale secondaire. L'Arak servait de station intermédiaire de communication, un réseau logistique complet, une infrastructure planétaire coordonnée, une opération minière industrielle, exécutée par des intelligences extraterrestres sur le sol terrestre des dizaines de milliers d'années avant que tout être humain n'existe pour en être témoin. Lorsque les humains ont finalement émergé dans ce scénario, fabriqué délibérément, comme nous le verrons plus loin, ils ont hérité de souvenirs fragmentés de cette présence antérieure. Ils les ont incorporés dans des traditions orales transmises de génération en génération. Ils les ont finalement gravés dans l'argile lorsqu'ils ont maîtrisé l'écriture cunéiforme. Les Sumériens n'ont pas inventé la cosmologie. Ils ont enregistré une mémoire ancestrale. Ils ont codifié un héritage informationnel reçu directement de ceux qui les ont précédés, et selon les textes eux-mêmes, les ont fabriqués. L'exploitation minière souterraine constitue une activité épuisante, même avec une technologie contemporaine avancée. Imaginez l'exécuter dans des conditions hostiles, sous la chaleur impitoyable de l'Afrique, pendant des périodes que les textes sumériens quantifient en dizaines de chars, chaque char équivalent à 3600 années terrestres. Nous parlons potentiellement de centaines de milliers d'années de labeur continu. Les Igigi, catégorie subordonnée au sein de la hiérarchie Anunnaki, sorte de classe ouvrière céleste désignée pour le travail manuel, ont supporté cette exploitation pendant des ères inimaginables. Ils creusaient des tunnels profonds dans le sud-est africain, région identifiée dans les textes sumériens comme AB. Zu, traduit littéralement par berceau profond ou abîme primordial. Curieusement, des géologues modernes confirment que les mines d'or les plus anciennes, jamais identifiées sur la planète, se situent exactement dans cette région, Swaziland et ses environs, avec des datations radiométriques suggérant une activité extractive depuis au moins 100 000 ans. Une exploitation minière organisée il y a 100 000 ans, alors que l'on supposait que seuls des hominidés primitifs habitèrent le continent. La révolte des Igigi a représenté un point de basculement irréversible. Les textes cunéiformes compilés dans le poème Atra Hassis, considéré par les assyriologues comme la version la plus complète et ancienne du mythe de la création, décrivent une scène dramatique. Des ouvriers divins détruisant des outils, encerclant la résidence d'Enlil pendant la nuit, exigeant l'arrêt immédiat du régime de travail oppressif. Enlil, furieux, convoqua une assemblée d'urgence.
Enki intervint avec une proposition calculée. Au lieu de punir les rebelles, mesure qui priverait complètement l'opération de force de travail, il suggéra une solution biotechnologique, fabriquer un substitut, un travailleur biologique, adapté aux conditions terrestres, résistant, reproductible, cognitivement fonctionnel mais hiérarchiquement soumis. Les termes utilisés dans les textes originaux impressionnent par leur spécificité technique. Ils décrivent une mélange d'essences, combinaison de matériel vital Anunnaki avec une substance biologique d'une créature terrestre déjà existante. Ninursag, déesse mère, spécialiste des processus gestationnels et de la manipulation organique, a conduit le procédé de laboratoire assisté par Enki. Le texte Atrahasis détaille que le sang d'une divinité sacrifiée a été mélangé avec de l'argile de l'Abzu, implanté dans les utérus de femelles Anunnaki volontaires qui ont servi de déesses porteuses. Premier détail troublant. Argile de l'Abzu peut constituer une référence codée au matériel génétique de l'hominidé africain local, Homo erectus, selon une hypothèse soutenue par des chercheurs révisionnistes. Deuxième détail, le procédé a nécessité de multiples tentatives infructueuses avant de produire un résultat viable. Les textes mentionnent des créatures défectueuses, des êtres incapables de retenir l'urine, des organismes sans capacité reproductive autonome, des entités avec des membres atrophiés. Un catalogue détaillé d'échecs expérimentaux qui évoque de manière troublante des enregistrements modernes de tentatives initiales en clonage et hybridation génétique. Le succès est finalement arrivé. Adamu, premier exemplaire masculin satisfaisant, a été produit, suivi par Tiamat, sa contrepartie féminine. Tous deux initialement stériles, incapables de procréer de manière autonome, exactement comme des animaux génétiquement modifiés dans des laboratoires contemporains, présentent souvent la stérilité comme effet secondaire de la manipulation chromosomique. Pour répondre à la demande croissante de travailleurs, les femelles Anunnaki ont continué à servir de mères porteuses, un processus insoutenable à long terme. Finalement, Enki a exécuté une modification supplémentaire. Il a conféré aux hybrides la capacité reproductive indépendante. Cette modification, le fruit de la connaissance biblique, a absolument furieux Enlil. Des humains se reproduisant librement signifierait une population incontrôlable, des variables génétiques imprévisibles, un risque potentiel que la créature dépasse les limites initialement projetées. L'expulsion de Din, rapportée ultérieurement dans la Genèse hébraïque, reflète ce schisme, Enlil bannissant les humains de l'installation contrôlée après avoir découvert qu'Enki leur avait accordé une autonomie biologique non autorisée. Arrêtez-vous et réfléchissez au parallélisme biblique ici à l'œuvre. Dieu interdit le fruit, le serpent offre le fruit. Les humains acquièrent la connaissance. Dieu expulse les humains du paradis, dans la version sumérienne, infiniment plus ancienne. Enlil interdit la reproduction autonome. Enki accorde la capacité procréative. Les humains deviennent biologiquement indépendants. Enlil expulse les humains du périmètre contrôlé. Structure narrative identique. Personnages correspondants. Dynamique émotionnelle équivalente. Différence cruciale. Le récit sumérien précède le biblique d'au moins 2 millénaires. La Bible n'a pas originé ce récit. Elle l'a hérité. Elle l'a condensé. Elle l'a réemballé en utilisant un langage monothéiste pour un public culturellement différent. Les populations humaines libérées de Din se sont progressivement répandues. Elles se sont multipliées selon la capacité reproductive nouvellement acquise. Elles ont occupé des territoires adjacents, atteignant finalement des régions lointaines. Cependant, elles ont maintenu un lien servile avec les Anunnaki, les vénérant comme des dieux, construisant des temples pour les abriter, offrant des aliments et des sacrifices, obéissant aux décrets transmis par des prêtres intermédiaires, sélectionnés par la caste divine elle-même. Ce modèle, des divinités résidant dans des temples élevés, recevant des offrandes de populations soumises, gouvernant par l'intermédiaire de représentants humains choisis, décrit avec une précision chirurgicale la structure religieuse qui a dominé la Mésopotamie, l'Égypte, la Mésoamérique, la vallée de l'Indus et pratiquement chaque civilisation ancienne connue. Coïncidence universelle ou héritage partagé dérivé d'une source commune? La génétique moderne présente des indices complémentaires déconcertants. Le génome humain contient environ 223 gènes
qui apparemment n'ont pas de prédécesseurs évolutifs identifiables dans aucune autre espèce terrestre. Une étude publiée dans le périodique Genome Research a documenté cette anomalie, les décrivant comme des gènes orphelins, des séquences génétiques, dont l'origine reste inexplicable dans le paradigme évolutif conventionnel. 223 fragments chromosomiques sans généalogie traçable dans le règne animal terrestre. De plus, le chromosome humain numéro 2 présente une particularité structurelle unique. Il constitue une apparente fusion de deux chromosomes séparés. Fusion absente chez tout autre primate. Les grands singes possèdent 48 chromosomes, les humains 46. Quelque chose a fusionné deux chromosomes ancestraux à un moment donné, produisant la configuration exclusive de notre espèce. Processus naturel? Possible. Ingénierie délibérée? Également possible, et cohérent avec les descriptions sumériennes de manipulation génétique intentionnelle. Et ici, je dois m'adresser directement à vous qui regardez. Vous êtes arrivé à ce point de la narration. Cela révèle quelque chose d'important sur qui vous êtes. La plupart des gens ferment des vidéos comme celle-ci dans les 30 premières secondes. Inconfort intellectuel, peur inconsciente de remettre en question des fondements, ou simplement paresse cognitive. Vous êtes resté. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui reconnaît quand vous êtes confronté à des questions qui importent vraiment. Des questions qui n'acceptent pas de réponses prêtes à l'emploi, mâchées, inoffensives. Alors je veux vous proposer quelque chose maintenant. Écrivez dans les commentaires quelle partie de cette histoire vous a le plus troublé jusqu'ici. Quel élément a légèrement serré votre estomac? Quelle information a planté cette graine de doute qui, une fois germée, ne permet plus de retour au confort précédent? Partagez cela ci-dessous, parce que lorsque des personnes comme vous articulent leurs inquiétudes publiquement, elles créent des ponts pour d'autres chercheurs qui peuvent être en train de regarder seuls, hésitants, ayant besoin de savoir qu'ils ne sont pas les seuls troublés par ces révélations. Et si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que vous méritez de continuer à recevoir du matériel de cette profondeur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur la cloche. Faites partie de ce cercle restreint de personnes qui ont choisi d'enquêter plutôt que d'accepter passivement. Et j'ai besoin de vous ici, avec moi, jusqu'à la fin. Peu de conflits dans l'historiographie cosmique portent des conséquences aussi durables que la rivalité entre ces deux demi-frères. Comprendre cette dynamique fraternelle équivaut à décoder le fondement caché sur lequel pratiquement chaque tradition religieuse subséquente a été édifiée. Enki, premier-né biologique d'Anu, souverain de Nibiru, est né d'une relation avec une concubine. Dans la législation successorale Anunnaki, la primogéniture ne garantissait pas automatiquement le droit au trône. La lignée maternelle déterminait la légitimité dynastique. Par conséquent, lorsqu'Enlil est né plus tard, fils d'Anu avec sa femme officielle Antu, il a immédiatement acquis une prééminence hiérarchique sur son frère aîné. Enlil est devenu l'héritier légitime. Enki, bien que chronologiquement antérieur, a été rétrogradé. Cette blessure n'a jamais cicatrisé. Sur Terre, la dynamique s'est amèrement reproduite. Enki est arrivé le premier. Il a établi Eridu. Il a organisé les premières opérations minières. Il a exploré la topographie terrestre. Il a catalogué la faune et la flore locale. Les textes attribuent à Enki une véritable fascination pour l'écosystème biologique terrestre, une curiosité scientifique authentique pour les créatures natives. Plus tard, Anu a envoyé Enlil pour assumer le commandement général. Enki a été relégué à l'Abzu, territoire minier africain, tandis qu'Enlil s'installait confortablement en Mésopotamie, supervisant l'infrastructure logistique, contrôlant les routes spatiales, monopolisant les communications avec Nibiru. Un ressentiment corrosif s'est solidifié entre les deux. Chaque décision administrative se transformait en dispute territoriale. Chaque avancée technologique devenait une monnaie politique. Chaque crise opérationnelle dégénérait en accusations mutuelles devant le Conseil Anunnaki. La fabrication de l'Adamu a intensifié dramatiquement cet antagonisme. Enki a conçu le projet. Enki a exécuté génétiquement. Enki a investi émotionnellement dans la créature résultante, la considérant à la fois comme une solution pragmatique et comme une œuvre d'art personnelle. Enlil a d'abord toléré par nécessité économique, mais n'a jamais vu chez les humains de valeur intrinsèque
au-delà de leur utilité fonctionnelle. Lorsqu'Enki a clandestinement accordé la capacité reproductive aux hybrides, Enlil a interprété ce geste comme un sabotage délibéré, insubordination intolérable, menace existentielle au contrôle Anunnaki sur une espèce conçue pour servir, jamais pour l'autonomie. L'expulsion de l'Eudine représentait une rétorsion directe, mais n'était que le premier épisode d'une escalade belliqueuse qui s'étendrait sur des millénaires. Les populations humaines, désormais biologiquement indépendantes, se sont rapidement étendues. Elles se sont multipliées de manière exponentielle. Elles ont développé un langage élaboré. Elles ont construit des communautés organisées. Elles ont commencé, de manière troublante, à démontrer des capacités cognitives qui dépassaient les paramètres initialement projetés. Enlil observait cette évolution imprévue avec une alarme croissante. Enki, secrètement, avec une fierté paternelle mal dissimulée. Les tablettes décrivent des tentatives délibérées d'Enlil pour contenir la population humaine. Épidémies envoyées comme punition. Sécheresses prolongées orchestrées par manipulation climatique, famines induites restreignant l'accès aux ressources naturelles. Chaque tentative frustrée par l'intervention sournoise d'Enki, qui instruisait des prêtres humains loyaux sur des méthodes pour contourner les calamités imposées. Observez comment cette dynamique se reproduit presque littéralement dans la théologie biblique ultérieure. Dieu punitif colérique qui envoie des plaies, des déluges et des fléaux contre l'humanité désobéissante. Contre une figure compatissante, le serpent dans le jardin d'Éden, l'ange rebelle Prométhée grec, qui défie l'autorité divine pour transférer la connaissance interdite aux mortels. Cet archétype dual imprègne absolument chaque mythologie connue, parce que chaque mythologie a puisé à la même source originale. La mémoire ancestrale du conflit Enki-Enlil, transmise oralement à travers des centaines de générations avant d'atteindre des enregistrements écrits. Enlil a finalement pris des caractéristiques du Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh jaloux, territorial, exigeant une obéissance inconditionnelle, punissant sévèrement les transgressions, demandant des sacrifices réguliers. Enki a incorporé des attributs du Dieu bienveillant, créateur miséricordieux, protecteur des faibles, gardien du savoir, patron de la sagesse. Dans la tradition gnostique chrétienne primitive, cette distinction a atteint une formulation explicite. Le demi-urge, divinité inférieure, créatrice du monde matériel imparfait, contre Sophia, véritable sagesse, étincelle divine authentique emprisonnée dans la matière par le demi-urge. Les gnostiques soutenaient que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas une véritable divinité suprême, mais une entité intermédiaire contrôlante, maintenant l'humanité délibérément ignorante pour perpétuer la servitude. Un enseignement dangereux que l'Église chrétienne institutionnelle a poursuivi férocement pendant des siècles, détruisant des textes, exécutant des adeptes, éliminant systématiquement chaque vestige de cette interprétation alternative. Cependant, les manuscrits de Nag Hammadi, découverts accidentellement en 1945 dans le Haut-Égypte, ont préservé une part significative de cette tradition gnostique. Textes authentiques, datés des premiers siècles de l'ère commune, décrivant une cosmologie troublante, alignée avec des récits sumériens composés des millénaires auparavant. Le conflit entre Enki et Enlil a transcendé la dispute personnelle. Il a représenté un affrontement philosophique primordial entre deux conceptions fondamentalement opposées sur le but de l'existence consciente. Enlil incarnait le contrôle, la hiérarchie, l'obéissance, la fonctionnalité. Enki représentait la liberté, la connaissance, l'autonomie, la transcendance. Chaque religion, chaque système politique, chaque philosophie morale qui a fleuri dans les millénaires suivants peut être cartographiée le long de cet axe primaire, penchant vers un pôle ou l'autre de cette dispute fraternelle initiée sur une planète lointaine et transplantée sur le sol terrestre, lorsque deux frères rivaux ont hérité de juridictions conflictuelles sur le destin d'une espèce fabriquée. Nous, l'humanité, sommes simultanément le produit et le champ de bataille de cet antagonisme. Nous portons génétiquement l'héritage des deux, la capacité à l'obéissance aveugle, au conformisme, à la soumission volontaire à des autorités arbitraires. Cela vient d'Enlil. L'étincelle créative, la curiosité insatiable, l'impulsion irrésistible de questionner, de défier, de transcender les limitations imposées, cela provient d'Enki.
Chaque fois que quelqu'un accepte passivement une doctrine sans l'examiner de manière critique, Enlil gagne. Chaque fois que quelqu'un ose demander « pourquoi ?» face à une interdiction injustifiée, Enki l'emporte. Cette bataille se poursuit intérieurement dans chaque conscience humaine, à chaque instant, depuis le moment de notre fabrication. Les cataclysmes aquatiques globaux occupent une position centrale dans pratiquement chaque tradition mythologique connue. Les Sumériens ont enregistré Ziusudra. Les Babyloniens ont narré Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Les Hébreux ont transmis Noé. Les Hindous ont préservé Manu. Les Grecs ont raconté Deucalion. Les Mayas ont perpétué des récits de mondes antérieurs détruits par des inondations dévastatrices. Les aborigènes australiens, les tribus amérindiennes, les Polynésiens, les peuples andins, des cultures géographiquement isolées, temporellement distantes, linguistiquement déconnectées, toutes portant une mémoire nucléaire identique, l'eau couvrant absolument tout. Les anthropologues conventionnels rejettent une telle convergence universelle comme produit indépendant d'inondations locales amplifiées par l'imagination collective. Explication confortable. Également profondément insatisfaisante lorsqu'elle est confrontée aux preuves géologiques accumulées au cours des dernières décennies. L'événement Younger Dryas, période de refroidissement abrupt survenue il y a environ 12 800 ans, a laissé des signatures géochimiques indiscutables dans des strates sédimentaires réparties sur plusieurs continents. Des couches de nanodiamants, des sphérules de carbone vitrifiées, concentration anormale d'iridium et de platine, des marqueurs compatibles, à la fois avec un impact cométaire et une activité volcanique massive. Le dégel subséquent de la calotte glaciaire laurentidienne, des kilomètres d'épaisseur de glace couvrant l'Amérique du Nord, a produit une élévation maritime catastrophique, estimée entre 60 et 120 mètres sur quelques siècles. Des lignes côtières entières ont été submergées. Les civilisations côtières, si elles existaient, ont été simplement effacées. Le géologue Robert Schoch, de l'Université de Boston, a documenté des motifs érosifs sur la Grande Sphinx de Gizeh, compatibles avec des précipitations pluviales intenses et prolongées, des conditions inexistantes en Égypte durant la période officiellement attribuée à la construction de la Sphinx, mais compatibles avec le climat prévalant à la fin du Pléistocène, des milliers d'années auparavant. Implication troublante. La Sphinx pourrait précéder la civilisation pharaonique égyptienne de plusieurs millénaires. Les textes sumériens encadrent le déluge dans une narration délibérée, intentionnelle, politiquement motivée. Selon des tablettes traduites, des astronomes Anunnaki ont calculé que l'approche imminente de Nibiru générerait une perturbation gravitationnelle suffisante pour déstabiliser la calotte glaciaire antarctique. Un glissement massif de cette couche de glace provoquerait un tsunami continental, d'énormes vagues balayant des surfaces habitables. Enlil a convoqué un conseil, il a présenté des prévisions catastrophistes et a proposé une décision choquante, permettre à l'humanité de périr, ne pas intervenir, ne pas alerter. Utiliser le cataclysme naturel comme outil eugénique, éliminant une espèce qu'il considérait erratique, trop nombreuse, progressivement ingérable. Il a lié chaque divinité Anunnaki à un serment solennel de secret absolu. Aucun humain ne devait recevoir d'avertissement préalable. Enki, remercié pour le serment, a trouvé une échappatoire ingénieuse. Techniquement empêché de communiquer directement avec les humains, il s'est adressé à un mur de roseaux dans le sanctuaire, où Ziusudra, un prêtre dévoué d'une lignée humain-Anunnaki partiellement mélangée, reposait. Enki a instruit le mur, décrivant en détail comment construire une embarcation submersible, quelles dimensions utiliser, comment la sceller avec du bitume, quelles espèces animales embarquer, quelles semences préserver. Ziusudra, accidentellement, entendant le monologue adressé au roseau, a exécuté les instructions méticuleusement. Il a construit l'embarcation. Il a embarqué sa famille, des artisans sélectionnés, des échantillons biologiques diversifiés. Lorsque les eaux ont monté, comme prédit, il a survécu tandis que des civilisations entières sombraient irrémédiablement. Observez la sophistication narrative. Enki n'a pas littéralement violé le serment. Il a parlé à un mur, pas à un humain. Un technicisme juridique utilisé par une intelligence extraterrestre depuis des milliers d'années. Lorsqu'Enlil a découvert des survivants après le retrait des eaux, il s'est mis dans une colère viscérale.
Cependant, Enki a habilement argumenté que préserver les travailleurs serait nécessaire pour la reconstruction post-catastrophique. Le pragmatisme a vaincu le ressentiment, temporairement. La narration de l'Atrahasis et de l'épopée de Gilgamesh, la 11e tablette, spécifiquement, précède le récit biblique du déluge de plusieurs siècles. Lorsque George Smith, assyriologue britannique, a traduit cette portion en 1872, l'impact culturel a été sismique. La société victorienne, profondément religieuse, a été confrontée à une preuve textuelle concrète démontrant que la narration diluvienne biblique constituait une version tardive, résumée, théologiquement rééditée d'un original suméro-babylonien largement antérieur et beaucoup plus riche en détails. Le déluge post-événement a constitué un moment fondateur pour la relation humain-Anunnaki subséquente. Enlil, acceptant à contre-cœur la permanence humaine, a restructuré le système gouvernemental. Différentes régions terrestres ont été distribuées entre des factions Anunnaki, la Mésopotamie sous la juridiction enlilite, l'Égypte et l'Afrique sous le domaine Enkite, la vallée de l'Indus occupant une position intermédiaire. Chaque territoire a reçu une royauté humaine, des dirigeants sélectionnés par la divinité patronne locale, investis d'une autorité dérivée directement du mandat céleste. Le concept de droit divin des rois, une fondation théologique qui a légitimé les monarchies absolutistes pendant des millénaires suivants, ne constituait pas une métaphore spirituelle abstraite. À l'origine, il désignait littéralement une nomination politique exécutée par des entités extraterrestres. Les rois gouvernaient parce que les dieux, Anunnaki, les désignaient personnellement. Cette tradition s'est perpétuée à travers des cultures successives, perdant progressivement la connexion explicite avec la source originale, se transformant finalement en une doctrine théologique générique. Après le retrait des eaux et le début d'une lente reconstruction de la civilisation terrestre sous une supervision Anunnaki renouvelée, quelque chose d'extraordinaire s'est matérialisé à plusieurs points du globe. Des structures architecturales, dont la complexité constructive défie absolument chaque outil et technique, supposément disponible aux époques officiellement attribuées à leur édification. Considérons Göbekli Tepe, sud-est turc, découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt. La datation au carbone 14 situe la construction à environ 9600 ans avant notre ère, 7000 ans avant Stonehenge, 6000 ans avant les pyramides égyptiennes. Une époque où l'humanité supposément consistait exclusivement en bandes nomades de chasseurs-cueilleurs, incapables d'organisation du travail complexe. Pourtant, là se trouvent des piliers mégalithiques en forme de T, pesant entre 10 et 20 tonnes chacun. Des reliefs zoologiques sophistiqués sculptés sur les surfaces, renards, vautours, scorpions, sangliers, exécutés avec une maîtrise artistique impressionnante. Une disposition circulaire délibérée suggérant une connaissance astronomique avancée. L'orientation précise des piliers se corrélant avec des positions stellaires spécifiques, confirmées par des astronomes computationnels contemporains. Schmidt a déclaré publiquement que Göbekli Tepe inversait complètement le paradigme archéologique établi. Conventionnellement, les historiens supposaient que l'agriculture avait précédé la religion organisée, des excédents alimentaires permettant une spécialisation du travail, y compris une classe sacerdotale. Göbekli Tepe démontrait l'inverse, la construction monumentale religieuse précédant toute preuve agricole dans la région. Quelque chose a motivé des chasseurs-cueilleurs à entreprendre un projet constructif massif avant de maîtriser la culture. Quelle motivation serait suffisamment puissante? Curieusement, les textes sumériens localisent par des installations Anunnaki dans le sud-est de l'Anatolie, une région géographiquement coïncidente avec Göbekli Tepe, structure construite par instruction divine. Impossible à confirmer, mais également impossible à écarter lorsque la chronologie et la localisation s'alignent de manière si troublante, en déplaçant le regard vers l'Égypte. La grande pyramide de Gizeh reste un mystère d'ingénierie monumentale. Environ 2 300 000 blocs de calcaire, pesant en moyenne 2,5 tonnes chacun, taillés avec une précision extraordinaire, transportés sur des kilomètres et empilés dans une structure initialement revêtue de calcaire poli blanc. Une hauteur finale de 146 mètres. L'intérieur contient des chambres granitiques où des blocs pesant jusqu'à 80 tonnes
ont été élevés à des dizaines de mètres au-dessus du sol et positionnés avec une tolérance submillimétrique, théorie officielle. Des travailleurs égyptiens, utilisant des rampes, des cordes, des traîneaux et de la force brute durant le règne du pharaon Khéops, environ 2500 ans avant notre ère. Des ingénieurs modernes consultés sur la viabilité de cette méthode expriment un scepticisme variant entre prudent et catégorique. Christopher Dunn, ingénieur aérospatial britannique qui a personnellement examiné les chambres internes, a documenté des marques de coupe dans le granit compatibles exclusivement avec des outils rotatifs fonctionnant à des vitesses et des pressions largement supérieures à celles produites par des outils manuels en cuivre. Jean-Pierre Houdin a proposé une rampe interne hélicoïdale, une théorie ingénieuse, mais jamais corroborée par des preuves structurelles concluantes. Aucune explication conventionnelle ne répond de manière satisfaisante à toutes les anomalies simultanément. L'alignement de la Grande Pyramide avec le vrai nord géographique atteint une marge d'erreur de 3/60 de degré, une précision que les antennes GPS modernes échouent parfois à reproduire. Les proportions géométriques incorporent la valeur de pi et la proportion dorée avec une exactitude déconcertante. La base couvre une superficie de 5 hectares maintenant un nivellement pratiquement parfait. Une variation maximale de 2 cm sur 230 mètres. Baalbek, Liban, présente un défi encore plus brutal pour les explications conventionnelles. La plateforme de base du temple de Jupiter incorpore 3 pierres connues sous le nom de trilithons, chaque bloc mesurant environ 19 mètres de long, pesant entre 800 et 1000 tonnes. Dans les carrières adjacentes, un bloc partiellement taillé surnommé Pierre de la Gestante atteint 1200 tonnes estimées. Les plus grands grues opérationnelles contemporaines, des machines industrielles colossales, ont une capacité maximale d'environ 1500 tonnes dans des conditions idéales. Les ingénieurs romains, officiellement crédités de la construction du temple, ne disposaient de rien de comparable. Pumapunku, haut plateau bolivien. Des structures mégalithiques situées à près de 4000 mètres d'altitude. Des blocs d'andésite, une roche volcanique extrêmement dure, classification 7 sur l'échelle de Mohs, taillée avec des angles parfaitement droits, des surfaces polies, des emboîtements modulaires suggérant une préfabrication industrielle standardisée. Des trous cylindriques uniformes perçant le granit avec une régularité impossible à reproduire manuellement. Datation controversée, les estimations varient entre 2000 ans et 15 000 ans selon la méthodologie appliquée. Sacsayhuaman, Pérou. Des murs cyclopéens composés de blocs polygonaux pesant entre 100 et 200 tonnes, emboîtés sans mortier avec une précision si absurde qu'une lame de papier ne pénètre pas dans les joints. Des pierres individuelles présentent jusqu'à 12 angles différents, chaque surface taillée pour s'emboîter parfaitement dans les adjacentes comme des pièces tridimensionnelles d'un puzzle granitique. Explication conventionnelle. Des travailleurs incas, utilisant des marteaux de pierre et une patience infinie pendant des siècles. Des ingénieurs matériaux contemporains consultés sur la viabilité de cette technique décrivent le scénario comme techniquement implausible, surtout en considérant que diverses pierres ont été transportées de carrières situées à des kilomètres de distance et à des centaines de mètres en dessous en élévation. Ces monuments se répartissent sur des continents distincts, séparés par des océans et des millénaires, appartenant à des cultures officiellement déconnectées les unes des autres. Cependant, ils partagent des caractéristiques techniques troublantes similaires, mégalithisme extrême, précision submillimétrique, technique de coupe inexplicable par des outils officiellement disponibles, orientation astronomique délibérée, résistance sismique extraordinaire. La narration sumérienne contextualise ces constructions comme une infrastructure Anunnaki, des installations érigées en utilisant une technologie extraterrestre à des points stratégiques du globe, des plateformes aérospatiales, des marqueurs géodésiques, des centres cérémoniels, des entrepôts minéraux. Lorsque la présence Anunnaki directe a finalement diminué, les populations humaines ont hérité des structures restantes, les incorporant dans leur propre tradition religieuse, construisant des temples plus petits autour ou sur des fondations mégalithiques originales, souvent avec une qualité de construction visiblement inférieure, témoignant d'une discontinuité technique abrupte entre les couches originales et les ajouts ultérieurs. Un phénomène extraordinaire émerge lorsque nous comparons systématiquement les traditions mythologiques,
de civilisations géographiquement isolées, temporellement distantes, linguistiquement incompatibles. Des éléments narratifs récurrents se manifestent avec une cohérence statistiquement improbable si des origines indépendantes étaient supposées. La mythologie hindoue, possiblement le corpus cosmogonique le plus vaste et détaillé préservé par n'importe quelle culture, décrit les Devas et les Asuras, deux classes divines rivales disputant le contrôle sur le cosmos et l'humanité. Les Devas habitent des royaumes célestes supérieurs. Les Asuras s'occupent des domaines souterrains. Un conflit perpétuel entre les deux factions détermine le destin des créatures mortelles. Le parallélisme structurel avec l'antagonisme Enlil-Enki est immédiat. Faction céleste autoritaire contre faction tellurique créative, l'humanité emprisonnée comme variable dépendante dans cet échiquier cosmique. Les textes védiques décrivent les Vimanas, des véhicules aériens utilisés par les divinités pour leurs déplacements et leurs batailles. Le Rigveda, le Mahabharata et le Ramayana contiennent des passages détaillant des aéronefs pilotés par des êtres divins, des armements énergétiques dévastateurs, des conflits aériens impliquant la destruction de villes entières. Le Vaimanika Shastra, traité attribué au sage Bharadwaja, consacre des chapitres entiers à des spécifications techniques supposées de ces aéronefs, matériaux de construction, sources d'énergie, systèmes propulsifs. L'interprétation conventionnelle, imagination poétique extravagante. Cependant, lorsque nous comparons avec les descriptions sumériennes de voitures célestes, Anunnaki, des véhicules qui traversaient l'atmosphère terrestre et l'espace interplanétaire, la résonance devient troublante. Deux traditions séparées par des milliers de kilomètres et des siècles, décrivant un phénomène technologique identique en utilisant un vocabulaire culturellement distinct, mais conceptuellement convergent. La cosmogonie maya, enregistrée dans le Popol Vuh, décrit des tentatives successives des dieux créateurs pour fabriquer une humanité adéquate. La première tentative a produit des créatures d'argile, désintégrables, non fonctionnelles. La seconde a généré des êtres de bois, mécaniques, dépourvus de conscience, finalement détruits par un déluge délibéré. La troisième tentative a finalement abouti à des humains de maïs, fonctionnels, conscients, mais excessivement intelligents. Les dieux, alarmés par la capacité cognitive de leur création, ont délibérément obscurci la vision humaine, limitant la perception pour empêcher que les créatures rivalisent avec leur créateur. La comparaison avec la narration sumérienne révèle une correspondance impressionnante. De multiples tentatives échouées précédant un résultat satisfaisant, des créateurs limitant délibérément la capacité de la créature, une connaissance excessive perçue comme une menace par la caste divine. Structure identique, dynamique émotionnelle équivalente, conclusion morale convergente. La mythologie égyptienne présente Osiris et Seth, des frères divins en conflit mortel. Osiris, bienveillant, civilisateur, patron de l'agriculture et de la justice. Seth, violent, jaloux, usurpateur, destructeur. Osiris est assassiné par Seth, démembré, éparpillé sur le territoire. Isis, épouse dévouée, recueille les fragments, reconstitue partiellement le corps, conçoit Horus posthumément. Horus finit par affronter Seth, restaurant partiellement l'équilibre cosmique. Enki-Enlil reflété en Osiris-Seth. Une association directe serait spéculative. Cependant, le schéma archétypal, frère divin l'antagoniste déterminant le destin humain, se répète de manière obsessionnelle. Grec, Zeus contre Poséidon contre Hadès. Nordique, Odin contre Loki. Zoroastrien, Ahura Mazda contre Angra Mainyu. Japonais, Amaterasu contre Susanoo. Joseph Campbell, mythologue américain auteur de Le héros aux 1000 visages, a documenté cette récurrence transculturelle de manière extensive, l'attribuant à des structures psychiques universelles, des archétypes jungiens partagés par l'inconscient collectif humain. Une explication élégante. Cependant, Campbell a délibérément évité la question inconfortable. Et si la convergence mythologique mondiale dérivait non d'archétypes psychiques abstraits, mais d'un événement historique concret préservé fragmentairement par des cultures descendantes d'une expérience partagée? Si l'humanité avait réellement vécu la présence extraterrestre dans un passé lointain, création artificielle, intervention génétique
Gouvernance par des entités technologiquement supérieures. Nous nous attendrions exactement à ce schéma. Des récits fondamentalement similaires, dispersés à l'échelle mondiale, progressivement déformés par la transmission orale séculaire, préservant néanmoins un noyau factuel reconnaissable lorsqu'ils sont analysés comparativement. La tradition aborigène australienne, parmi les plus anciennes traditions orales continues documentées, estimées à 60 000 ans ou plus, parle des « êtres du temps du rêve » qui sont descendus du firmament, ont façonné le paysage terrestre, créé des êtres vivants, établi des lois et des rituels avant de retourner partiellement au plan céleste. Ils maintiennent une présence invisible, observant leurs créations en permanence. Les tribus Dogon du Mali, peuple ouest-africain dont les connaissances astronomiques ont déconcerté les anthropologues pendant des décennies, ont démontré une information détaillée sur le système stellaire Sirius, binarité stellaire, période orbitale de l'étoile naine blanche, Sirius B, existence d'un troisième composant stellaire. Une connaissance que l'astronomie occidentale a confirmée instrumentellement seulement au XXe siècle. Marcel Griaule et Germaine Dieterlen ont documenté ces traditions dans les années 40, générant un débat académique qui persiste encore aujourd'hui sur la manière dont une population sans télescope pouvait posséder des données stellaires aussi spécifiques. Les réponses conventionnelles oscillent entre contamination culturelle post-coloniale, chronologiquement problématique, puisque les traditions Dogon précèdent le contact européen significatif, et coïncidence. Toujours coïncidence. Un refuge épistémologique préféré lorsque les preuves contredisent un paradigme établi. Une compilation exhaustive de ces parallèles mythologiques globaux conduit inexorablement à une bifurcation interprétative. Soit l'humanité entière a indépendamment fantasmé des récits fondamentalement identiques par un extraordinaire hasard statistique, soit il a existé une source d'expérience commune qui a alimenté toutes ces traditions simultanément. La seconde option est terrifiante, parce qu'elle implique que la mythologie ne constitue pas une fiction décorative de peuples primitifs. Elle constitue une mémoire dégradée, fragmentée, poétiquement embellie, mais une mémoire authentique d'événements réels impliquant des entités réelles qui ont physiquement façonné notre espèce et notre civilisation. Revenons à l'élément central qui a initialement motivé la présence Anunnaki sur Terre, l'or. Un minéral apparemment ordinaire, beau, malléable, ornemental. Justifierait-il une expédition interplanétaire, une infrastructure minière mondiale, une fabrication génétique d'une espèce de travailleur? Lorsque nous comprenons les propriétés scientifiques réelles de l'or au-delà de la joaillerie décorative, le tableau se transforme dramatiquement. L'or possède des caractéristiques physico-chimiques extraordinaires. Chimiquement presque inerte, il résiste à la corrosion, à l'oxydation, à la dégradation environnementale pratiquement indéfiniment. Conductivité électrique exceptionnelle, surpassée seulement par l'argent dans des conditions normales. Malléabilité extrême, une once unique peut être étendue en feuilles couvrant 9 mètres carrés. Les nanoparticules d'or présentent des propriétés optiques, catalytiques et biomédicales surprenantes, activement explorées dans les recherches nanotechnologiques contemporaines. La NASA utilise l'or de manière extensive dans la technologie aérospatiale. Les visières des casques spatiaux reçoivent un revêtement doré microscopique pour filtrer les radiations infrarouges létales. Les satellites emploient des feuilles d'or comme protection thermique et bouclier contre les radiations. Le télescope James Webb, l'instrument astronomique le plus sophistiqué jamais construit par l'humanité, possède des miroirs primaires recouverts d'une couche d'or optimisée pour la capture des radiations infrarouges profondes. Si une civilisation avancée faisait face à un effondrement atmosphérique dans son monde natal, dégradation de la couche protectrice équivalente à notre ozone, la dispersion de nanoparticules dorées dans la stratosphère représenterait une solution techniquement viable selon les principes reconnus par la géo-ingénierie contemporaine, exactement ce que les textes sumériens décrivent comme motivation des Anunnaki. Maintenant, examinons la dimension génétique. Le projet Génome humain, officiellement achevé en 2003, a révélé des surprises déconcertantes. Le génome humain contient environ 25 000 gènes codants pour des protéines. Un nombre étonnamment bas. Des organismes apparemment simples comme le riz en possèdent davantage. Cependant,
La complexité émerge non de la quantité brute de gènes, mais de la régulation intriquée. Comment les gènes sont activés, silencieux, combinés. Dans cette complexité, 223 gènes ont été identifiés comme transférés horizontalement, présents dans le génome humain sans prédécesseur identifiable dans la lignée des primates ou des mammifères. Une publication dans le journal Genome Research a documenté cette anomalie, décrivant des explications possibles: transfert bactérien ancestral ou acquisition virale durant l'évolution. Cependant, aucune de ces explications ne résout complètement la question, surtout en considérant que plusieurs de ces gènes codent des fonctions neurologiques complexes, précisément les capacités cognitives qui distinguent Homo sapiens de manière dramatique de tous les autres primates. Le chromosome 2 humain présente une fusion télomère-télomère, 2 chromosomes ancestraux fusionnés en un seul. Tous les grands singes possèdent 48 chromosomes. Les humains, 46. Les généticiens confirment que la fusion a eu lieu. Les preuves cytogénétiques sont indiscutables. Cependant, le mécanisme naturel de fusion chromosomique produisant une descendance fertile viable reste statistiquement extrêmement improbable. Pas impossible, mais hautement inhabituel et mal compris. L'hypothèse révisionniste suggère que la fusion chromosomique pourrait représenter une signature d'ingénierie génétique délibérée, une réduction intentionnelle du nombre chromosomique pour créer une barrière reproductive entre l'espèce ingénierée et la population ancestrale source. Une technique efficace pour garantir que l'hybride ne dilue pas les modifications génétiques en croisant librement avec des hominidés non modifiés. Les biologistes conventionnels rejettent cette interprétation, compréhensiblement, étant donné qu'accepter impliquerait admettre une intervention extraterrestre dans le génome humain. Cependant, l'anomalie chromosomique reste factuellement documentée, indépendamment de l'interprétation attribuée. Le groupe sanguin RH négatif introduit une couche supplémentaire de mystère. Environ 15% de la population humaine mondiale possède le facteur RH négatif. Absence de protéines présentes à la surface des globules rouges de tous les autres primates connus. L'origine de cette variante reste imparfaitement expliquée. Les femmes RH négatifs portant des fœtus RH positifs développent une réponse immunologique agressive. Le système immunitaire maternel attaque littéralement le fœtus comme un organisme étranger. Ce phénomène est appelé incompatibilité RH, une particularité biologique difficile à concilier avec l'évolution naturelle conventionnelle, où la reproduction réussie constitue la pression sélective primaire. Si l'humanité était une espèce homogènement évoluée naturellement, pourquoi 15% porteraient une variante sanguine incompatible reproductivement avec la majorité restante? Une anomalie curieuse. Des chercheurs révisionnistes suggèrent que le facteur RH négatif pourrait représenter un vestige génétique plus prononcé d'un composant Anunnaki dans la lignée humaine. Une hypothèse spéculative, certes, mais alignée avec les descriptions sumériennes d'hybridation entre le matériel génétique extraterrestre et terrestre. Les mitochondries, organelles cellulaires responsables de la production d'énergie, possèdent leur propre ADN, transmis exclusivement par la lignée maternelle. L'analyse de l'ADN mitochondrial humain a permis aux généticiens de retracer toute l'humanité vivante jusqu'à une ancêtre féminine commune, surnommée Ève mitochondriale, vivant en Afrique subsaharienne il y a environ 150 à 200 000 ans. Région et période temporelle coïncidente avec l'Abzu sumérien, zone minière africaine où les textes cunéiformes localisent la fabrication originale des premiers exemplaires humains. Encore une fois, coïncidence? Possible. Cependant, lorsque les coïncidences s'accumulent systématiquement, chronologiquement, géographiquement, génétiquement, une hypothèse alternative mérite une considération sincère plutôt qu'un rejet réflexif. Lloyd Pye, chercheur américain qui a consacré des décennies à l'étude des anomalies génétiques humaines, soutenait que Homo sapiens présente un catalogue de défauts de conception, incompatible avec une espèce pleinement adaptée par sélection naturelle. Vulnérabilité cutanée excessive aux radiations solaires, propension disproportionnée à des problèmes vertébraux résultant d'un bipédisme imparfait, difficulté obstétrique dramatiquement supérieure à celle de tout autre mammifère, canal de naissance
dangereusement étroit par rapport au volume crânien néonatal. Une espèce véritablement modelée par des millions d'années de pression sélective naturelle aurait résolu ces déficiences fonctionnelles. Une espèce ingénierée à la hâte, priorité fonctionnelle immédiate sur l'optimisation biologique, présenterait exactement ce profil, fonctionnel mais imparfaite, produit viable mais non raffiné, prototype biologique qui a servi un but opérationnel sans bénéficier de générations suffisantes de purification évolutive organique. Une question inévitable émerge lorsque nous acceptons, même provisoirement, la prémisse centrale de ce récit. Si des entités technologiquement avancées ont réellement visité la Terre, manipulé génétiquement des espèces locales, établi une infrastructure planétaire, gouverné des civilisations naissantes, que s'est-il passé lorsqu'elles sont parties? Et de manière troublante, sont-elles réellement parties? Les textes sumériens décrivent une période désignée comme « quand la royauté est descendue du ciel », phase durant laquelle la gouvernance humaine était directement administrée par les Anunnaki ou des représentants semi-divins, êtres de lignée hybride Anunnaki humaine. Les listes royales sumériennes, documents chronologiques préservés en multiples copies indépendantes, enregistrent des règnes prédiluviaux incroyablement longs, des monarques gouvernant pendant des dizaines de milliers d'années chacun. La période post-diluvienne présente des durées progressivement plus courtes, convergeant finalement vers des échelles temporelles humainement plausibles. L'interprétation littérale suggère que la présence Anunnaki directe a diminué progressivement au fil des millénaires. Phase de transition où le contrôle direct a cédé progressivement la place à une gouvernance déléguée à travers des lignées sacerdotales et royales humaines sélectionnées. Les divinités sont devenues progressivement invisibles, se retirant dans des temples de plus en plus restreints, communiquant exclusivement par l'intermédiaire d'intermédiaires autorisés, se transformant progressivement d'une présence physique tangible en un concept théologique abstrait. Cette transition expliquerait élégamment l'évolution religieuse observée historiquement. Le polythéisme concret mésopotamien, des dieux résidant physiquement dans des temples, consommant des aliments, prenant des décisions politiques, se transformant progressivement en monothéisme abstrait. Une divinité invisible, incorporelle, accessible exclusivement par la foi. Les dieux n'ont pas disparu parce qu'ils n'ont jamais existé. Ils ont disparu parce qu'ils sont partis, ou se sont retirés. Cependant, des indices dispersés suggèrent que leur retrait n'a peut-être pas été complet. Le phénomène ovni, indépendamment de la position personnelle sur la légitimité des récits individuels, constitue une constante historique documentée transculturellement au fil des millénaires. Les archives romaines mentionnent des boucliers flamboyants traversant le firmament. Les chroniques médiévales européennes décrivent des navires célestes. Les peintures de la Renaissance incluent des objets discoïdes, inexplicables dans des compositions religieuses. Les observations contemporaines, depuis Kenneth Arnold en 1947 jusqu'au rapport militaire récent déclassifié par le Pentagone en 2020, forment une continuité temporelle impressionnante. En 2017, le journal New York Times a révélé l'existence du programme AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, initiative secrète du département de la Défense américain destinée à enquêter sur des phénomènes aériens non identifiés. Des vidéos capturées par des pilotes navals équipés de systèmes infrarouges avancés ont documenté des objets exécutant des manœuvres aérodynamiques incompatibles avec toute technologie aéronautique humaine connue. Des accélérations instantanées, des changements directionnels impossibles selon les lois d'inertie conventionnelles, des vitesses hypersoniques sans signature thermique perceptible. En juin 2021, un rapport préliminaire de la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés, remis au Congrès américain, a officiellement reconnu 144 incidents documentés pour lesquels aucune explication conventionnelle satisfaisante n'a été identifiée. Un langage institutionnel soigneusement neutre, mais une admission gouvernementale sans précédent que quelque chose de véritablement inexplicable opère dans les cieux terrestres. Les civilisations amérindiennes préservent des traditions étendues sur le peuple des étoiles, des ancêtres stellaires qui visitaient périodiquement des communautés terrestres, transmettant des connaissances, surveillant le développement humain. Hopi, Zuni, Dakota, Cherokee
nations distinctes partageant des récits structurellement similaires sur la connexion permanente entre l'humanité et les intelligences célestes. Qu'un aspect particulièrement intrigant concerne le phénomène d'abduction rapporté de manière cohérente par des milliers d'individus dans des dizaines de pays depuis le milieu du XXe siècle. Les récits incluent typiquement le retrait involontaire de l'environnement habituel, le transport à l'intérieur d'un véhicule ou d'une installation inconnue, un examen physique détaillé avec une attention particulière portée au système reproductif et au matériel génétique, le retour au lieu d'origine souvent accompagné d'amnésie partielle. Si nous acceptons, même hypothétiquement, que l'humanité constitue un projet génétique initié par des intelligences extraterrestres, une surveillance périodique de l'expérience représenterait un comportement rationnellement prévisible. Vérification de la stabilité génétique, évaluation des mutations accumulées, documentation des variations phénotypiques émergentes. Exactement ce que les scientifiques terrestres exécutent régulièrement avec des organismes génétiquement modifiés dans des laboratoires. Philippe Corso, colonel à la retraite de l'armée américaine, a publié en 1997 une œuvre affirmant son implication personnelle dans un programme de rétro-ingénierie appliqué à des matériaux récupérés de l'incident de Roswell en 1947. Des allégations controversées, partiellement corroborées par des archives militaires déclassifiées, partiellement contestées par des sceptiques. Indépendamment de la crédibilité individuelle, le volume accumulé de témoignages militaires, gouvernementaux et techniques décrivant des phénomènes inexplicables a atteint une masse critique impossible à rejeter catégoriquement comme fraude ou illusion collective. Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, a déclaré publiquement en 2013 qu'au moins 4 espèces extraterrestres ont visité ou visitent activement la planète Terre. Déclaration d'une autorité gouvernementale senior d'une nation membre du G7, largement ignorée par les médias conventionnels. Peut-être l'indicateur le plus troublant de la présence continue réside non pas dans des observations spectaculaires, mais dans une influence subtile sur la trajectoire civilisatrice humaine. L'accélération technologique exponentielle observée au cours des 150 dernières années, électricité, aviation, énergie nucléaire, informatique numérique, Internet, ingénierie génétique, intelligence artificielle, reproduit un schéma suspectement similaire à celui du saut civilisateur inexplicable survenu en Sumer. Saut trop abrupt, trop concentré, trop révolutionnaire pour une explication purement endogène. Serions-nous en train d'expérimenter une nouvelle phase de transfert technologique, un nouveau cycle d'accélération induite de l'extérieur, l'humanité étant préparée, consciemment ou inconsciemment, pour un but subséquent que nous ignorons encore? Les textes sumériens enregistrent une prophétie récurrente, retour. Nibiru complétant un nouveau cycle orbital, les Anunnaki revisitant l'expérience terrestre, évaluant le résultat, déterminant la prochaine phase. Les mythologies mondiales résonnent avec des thèmes convergents. Le retour des dieux, la seconde venue, l'ère dorée restaurée, le jugement dernier, la transformation planétaire, Kali Yuga se terminant dans l'hindouisme, le 5e soleil aztèque, Pachacuti andine, chaque tradition anticipant un moment culminant où le cycle actuel se termine et quelque chose de radicalement nouveau émerge, coïncidence universelle à nouveau, ou mémoire prophétique partagée dérivée d'informations initialement transmises par les créateurs eux-mêmes sur la périodicité inhérente au projet. Chaque réponse possible conduit à un territoire vertigineux. S'ils observent, que cherchent-ils? S'ils sont partis définitivement, que sommes-nous sans eux? S'ils reviendront, sommes-nous préparés à retrouver nos fabricants? Peut-être que la question la plus honnête n'est aucune de celles-ci. Peut-être que la question véritablement transformative est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle. Si nous portons effectivement dans notre code génétique un héritage double, terrestre et stellaire simultanément, que choisissons-nous de faire avec cette condition? Restons-nous dans le rôle d'ouvriers obéissants projetés à l'origine par Enlil, ou embrassons-nous l'étincelle rebelle implantée clandestinement par Enki, cette portion de nous qui refuse la servitude, exige des réponses, cherche la transcendance? La réponse ne viendra pas des tablettes cunéiformes, ni des télescopes, ni des gouvernements déclassifiant des fichiers.
Elle viendra de chaque individu qui ose lever les yeux vers le ciel étoilé et reconnaître avec une sérénité absolue que peut-être nous ne sommes pas seuls, que peut-être nous ne l'avons jamais été, et que peut-être, juste peut-être, cela ne soit pas une raison de craindre, mais une raison de s'éveiller. Lorsque les Anunnaki ont redistribué les territoires terrestres après le déluge, ils n'ont pas confié la gouvernance à n'importe quel humain aléatoire. Ils ont soigneusement sélectionné des individus porteurs d'un pourcentage génétique Anunnaki élevé, descendants d'union entre divinités masculines et femelles humaines, phénomène largement documenté tant dans les tablettes sumériennes que dans le chapitre 6 de la Genèse biblique, où les fils de Dieu ont pris les filles des hommes comme partenaires, engendrant les Néphilim, géants, êtres de renom, entités hybrides qui ont dominé la période antédiluvienne. Ces lignées mixtes ont reçu la prérogative exclusive de gouverner. Rois prêtres dont l'autorité dérivait littéralement du sang céleste coulant dans leurs veines. Pas une métaphore, pas un symbole poétique. Un critère biologique tangible, déterminant qui commandait et qui obéissait. La liste royale sumérienne documente cette transition méticuleusement. Les règnes prédiluviaux attribués directement à des entités divines ou semi-divines durant des dizaines de milliers d'années. Les règnes post-diluviaux se raccourcissant progressivement, comme si la concentration génétique Anunnaki se diluait générationnellement, réduisant la longévité proportionnellement. Concept fascinant. L'espérance de vie corrélée à la pureté de la lignée extraterrestre. Les pharaons égyptiens ont perpétué cette tradition de manière obsessionnelle. Mariage consanguin systématique, frère avec sœur, père avec fille, des pratiques qui horrifient la sensibilité contemporaine mais acquièrent une logique impeccable sous l'angle de la préservation génétique, maintenir une concentration sanguine divine maximisée, éviter la dilution par le croisement avec des lignées purement humaines. Hatshepsut, Akhenaton, Toutankhamon, tous produits d'une endogamie dynastique délibérée visant à conserver un héritage céleste ancestral. Les monarchies européennes ont répliqué le même schéma pendant des millénaires. Mariage exclusivement entre familles royales. Interdiction stricte d'union avec des plébéiens. Justification théologique officielle. Le droit divin des rois. Justification sous-jacente potentielle. Maintien d'une lignée génétique spécifique dont l'origine remonte à l'hybridation Anunnaki humaine primordiale. Les traditions mésoaméricaines corroborent. Quetzalcoatl, serpent à plumes, divinité civilisatrice toltéca aztèque, décrit comme un être à la peau claire, barbu, porteur de connaissances astronomiques et agricoles avancées, qui a promis de revenir. Viracocha andin présente une description physiquement similaire. Grand, barbu, peau différente de la population native, émergeant du lac Titicaca pour fonder une civilisation et transmettre la sagesse avant de partir en traversant l'océan. Des êtres hybrides fondant des dynasties gouvernantes, un schéma universel, de la Mésopotamie à l'Égypte, de l'Europe à la Mésoamérique, du sous-continent indien à la Polynésie. Des lignées sacrées dont la légitimité ne dérivait pas de conquêtes militaires ou de consensus populaire, mais de la composition sanguine héréditaire liée directement à des entités originaires d'au-delà de l'atmosphère terrestre. Lorsque ces lignées se sont finalement fragmentées, diluées par des siècles de métissage inévitable, la connaissance de leur véritable nature s'est réfugiée dans des cercles de plus en plus restreints. Ordres sacerdotaux hermétiques, écoles mystériques initiatiques, groupes sélectionnés qui préservaient la mémoire originale, tandis que la masse populationnelle oubliait progressivement, remplaçant l'histoire concrète par une mythologie abstraite. La connaissance Anunnaki n'a pas disparu lorsque la présence divine directe a cessé. Elle a migré vers le souterrain, littéralement et métaphoriquement. Les écoles de mystère du monde ancien fonctionnaient comme des dépôts hermétiques, préservant des fragments de cette sagesse primordiale, transmettant exclusivement aux initiés qui démontraient une capacité et une loyauté suffisantes. Les mystères d'Éleusis dans la Grèce antique, cérémonies secrètes pratiquées pendant près de 2000 ans consécutifs, fréquentées par des figures telles que Platon, Socrate, Cicéron, promettaient aux participants une compréhension profonde de l'origine et du destin de l'âme humaine. Le contenu spécifique des rituels reste inconnu. Les initiés jurèrent le secret sous peine de mort. Cependant,
Des fragments préservés suggèrent une révélation centrale impliquant la nature fabriquée de la conscience humaine et sa connexion avec des intelligences supérieures créatrices. L'hermétisme égyptien, tradition attribuée à Thoth Hermès, divinité scribale que les textes eux-mêmes identifient comme Enki, sous sa dénomination égyptienne, a codifié des principes cosmologiques dans des textes tels que le Corpus Hermeticum et la Table d'émeraude. La phrase emblématique hermétique, comme en haut ainsi en bas, synthétise une cosmovision où la réalité terrestre reflète la structure céleste. Ce principe est parfaitement cohérent avec la narration Anunnaki, une civilisation terrestre modelée selon un modèle extraterrestre importé. Les chevaliers templiers, ordre militaire chrétien fondé en 1119, officiellement dédié à la protection des pèlerins à Jérusalem, ont creusé pendant des années sous les ruines du temple de Salomon. Des traditions persistantes affirment qu'ils ont découvert des documents ou des artefacts de nature extraordinaire. L'ordre a accumulé une richesse et une influence sans précédent en un temps étonnamment court. Lorsque Philippe IV de France a orchestré la suppression brutale des Templiers en 1307, la motivation déclarée était l'hérésie. Mais la motivation sous-jacente impliquait probablement un contrôle sur le savoir acquis lors de ces fouilles jérusalémites. Les survivants templiers se seraient supposément dispersés, s'infiltrant dans d'autres organisations, en particulier des guildes maçonniques opératives, qui ont finalement évolué vers la maçonnerie spéculative moderne. Le symbolisme maçonnique incorpore des éléments remarquablement résonnants avec la tradition sumérienne. L'équerre et le compas représentant la géométrie divine, l'œil qui voit tout évoquant une vigilance céleste permanente, les colonnes jumelles Jachin et Boaz reflétant la dualité Enki-Enlil, des degrés initiatiques progressifs répliquant la structure hiérarchique des écoles mystériques ancestrales. Ce serait de la naïveté d'affirmer catégoriquement que les maçons contemporains possèdent une conscience explicite de la connexion Anunnaki. Cependant, il serait tout aussi naïf d'ignorer que le symbolisme utilisé par les traditions hermétiques occidentales pendant des siècles préserve une codification remarquablement cohérente avec la cosmogonie sumérienne, comme si le langage symbolique fonctionnait comme une capsule temporelle transportant des informations à travers des millénaires, accessible uniquement à ceux qui possèdent la clé interprétative appropriée. Le Vatican constitue un autre répertoire potentiel. Les archives secrètes vaticanes, récemment renommées archives apostoliques, comprennent environ 85 km linéaires d'étagères. Des documents couvrant 2000 ans d'histoire ecclésiastique, accès strictement contrôlé. Les chercheurs sont admis de manière sélective, souvent empêchés d'examiner des sections spécifiques sans justification fournie. Quelles informations l'Église primitive a-t-elle absorbées lors de son expansion au Moyen-Orient? Une région saturée de traditions mésopotamiennes? Quels documents ont été confisqués pendant des siècles d'inquisition, de croisades et de suppression systématique des traditions gnostiques, cathares, hermétiques? Quelles connaissances reposent dans ces couloirs souterrains, catalogués mais inaccessibles? Des questions sans réponse vérifiable. Cependant, l'inaccessibilité même alimente une spéculation légitime. Le canon biblique, ensemble officiel de livres reconnus comme écriture sacrée, résulte d'un processus sélectif délibéré, exécuté par des autorités ecclésiastiques au fil des siècles. Les conciles d'Hippone et de Carthage, à la fin du IVe siècle, ont établi des critères d'inclusion et d'exclusion. Des dizaines de textes ont été rejetés, marginalisés, déclarés apocryphes ou hérétiques. Beaucoup ont été délibérément détruits. Le livre d'Enoch, préservé intégralement uniquement dans la tradition éthiopienne, décrit avec un détail extraordinaire la descente des veilleurs, des anges qui ont abandonné leur demeure céleste, ont atterri sur le mont Hermon, ont pris des épouses humaines, ont engendré une descendance géante et ont transmis des connaissances interdites à l'humanité. Métallurgie, cosmétique, astronomie, enchantement. Une narration structurellement identique à la tradition sumérienne des Anunnaki et de leurs relations avec des femmes humaines. Enoch a été exclu du canon chrétien orthodoxe et catholique, bien qu'il soit cité explicitement dans l'Épître de Jude, un texte canonique accepté. Raison officielle. Autorité incertaine. Contenu incompatible avec la doctrine établie. Raison potentielle.
description excessivement détaillée de l'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine, incompatible avec la narration monothéiste simplifiée que l'Église institutionnelle devait promouvoir. Le livre des Jubilés, également appelé Petit Genèse, étend la narration du Genèse canonique en incorporant des détails chronologiques et généalogiques absents dans la version officielle. Il décrit l'interaction entre des êtres célestes et l'humanité avec une spécificité qui dépasse largement le texte biblique standard. Les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi, en 1945 en Haute-Égypte, incluent des textes révolutionnaires tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocryphe de Jean. Ce dernier décrit une cosmogonie où la divinité créatrice du monde matériel, Yaldabaoth, le démiurge, est une entité ignorante, arrogante, qui emprisonne des étincelles divines authentiques dans des corps matériels, maintenant l'humanité délibérément inconsciente de sa véritable nature spirituelle. Le parallèle avec Enlil est structurellement parfait, une autorité qui gouverne par l'ignorance imposée, qui punit la recherche de connaissances, qui préfère une créature soumise à une créature consciente. La Sophia gnostique, sagesse divine qui intervient secrètement pour éveiller l'humanité, reflète Enki avec une précision troublante. Les manuscrits de la mer morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran, incluent des textes qui élargissent dramatiquement la compréhension de la diversité théologique existante dans le judaïsme du Second Temple. Le rouleau de la guerre, le rouleau du Temple, a les textes sectaires esséniens, un matériel qui démontre une fermentation intellectuelle intense précisément sur des thèmes que l'orthodoxie ultérieure a étouffés. La nature des anges, la guerre cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, la connaissance céleste transmise aux élus. Un modèle émerge sans équivoque. Chaque fois que des textes anciens détaillent excessivement l'interaction entre des entités célestes et l'humanité, s'approchant dangereusement de la narration sumérienne originale, les autorités religieuses institutionnelles sont intervenues pour supprimer, marginaliser ou détruire ce matériel. Contrôle informationnel, gestion narrative, ingénierie du consensus théologique. Des techniques que nous considérons modernes, mais que les sacerdoces organisés pratiquent depuis des millénaires avec une efficacité remarquable. L'élévation du niveau maritime post-glaciaire, entre 120 et 140 mètres au cours des 12 000 dernières années, a submergé de vastes étendues de plateaux continentaux auparavant habitables. Les zones côtières où les populations humaines se concentrent naturellement, accès aux ressources maritimes, routes commerciales, climat tempéré, ont disparu sous les vagues. Graham Hancock, journaliste d'investigation britannique, auteur de Empreintes des dieux et Sous le monde, a consacré des décennies à documenter des structures sous-marines anormales dans de multiples localités mondiales. La côte japonaise de Yonaguni abrite une formation rocheuse submergée présentant des angles droits, des terrasses régulières, des canaux apparemment sculptés. Un débat passionné persiste entre les géologues, attribuant une origine naturelle, et les chercheurs arguant d'une intervention humaine ou non humaine. Le golfe de Cambay, sur la côte ouest de l'Inde. Des levées sonar réalisées par l'Institut national de technologie océanique de l'Inde ont détecté des structures géométriques sous-marines à des profondeurs compatibles avec la ligne côtière prédiluvienne. Les artefacts dragés incluaient des fragments céramiques datés par thermoluminescence à environ 9500 ans, des millénaires avant la civilisation harapéenne officiellement reconnue comme la plus ancienne du sous-continent. Une structure mégalithique submergée près de Bimini, aux Bahamas, la controversée route de Bimini, présente des blocs rectangulaires alignés que les défenseurs interprètent comme un pavage artificiel submergé. Les sceptiques attribuent une formation naturelle. Le débat reste irrésolu. Dwarka, ville sainte hindoue associée au dieu Krishna, se situe sur la côte du Gujarat, en Inde. Les traditions épiques décrivent Dwarka comme une métropole magnifique qui a sombré dans l'océan après le départ de Krishna. Des archéologues marins indiens ont effectivement découvert des structures submergées adjacentes à la Dwarka moderne, y compris des murs, des pavements et des artefacts datables de plusieurs milliers d'années. Chaque découverte sous-marine renforce la possibilité troublante. Des civilisations significativement antérieures à celles officiellement reconnues ont existé dans des zones côtières
actuellement submergée. Le déluge décrit universellement par des traditions mythologiques n'a pas seulement détruit des populations, il a détruit des preuves. Il a enterré sous des kilomètres cubes d'eau salée des enregistrements matériels de la présence humaine organisée et possiblement Anunnaki à des périodes que l'archéologie conventionnelle classe comme préhistoriques. Moins de 5% du fond océanique a été exploré avec une résolution suffisante pour détecter des structures artificielles. 95% restent essentiellement inconnus. Que reposerait dans ces profondeurs inexplorées? Les fondations de ports Anunnaki, les ruines de villes antédiluviennes, des installations technologiques préservées sous des sédiments marins accumulés pendant des millénaires. Les océans gardent des secrets qui pourraient redéfinir complètement la compréhension humaine de sa propre antiquité civilisatrice. Chaque expédition sous-marine, qui révèle une anomalie architecturale à des profondeurs impossibles pour les chronologies acceptées, constitue un fragment supplémentaire d'un mosaïque qui, une fois suffisamment complète, pourrait confirmer ce que les tablettes sumériennes ont enregistré il y a 6000 ans. L'humanité est vastement plus ancienne, vastement plus complexe et vastement plus manipulée que n'importe quel manuel scolaire n'a jamais osé le reconnaître. Parmi tous les aspects énigmatiques de la narration Anunnaki, peu suscitent un tel intérêt que les références récurrentes à une substance mystérieuse consommée exclusivement par la caste divine. Les textes sumériens mentionnent le pain blanc des dieux, Shem Anna, aliment sacré réservé aux divinités et occasionnellement accordé aux humains favorisés, conférant une longévité extraordinaire, des capacités cognitives élargies, une perception accrue. Les Égyptiens ont perpétué une tradition corrélative sous le nom de MFQ-ZT, une substance blanche pulvérulente, associée à des rituels pharaoniques de transcendance. Le temple d'Hathor à Serabit el-Khadim, sur la péninsule du Sinaï, excavé par Flinders Petrie au début du XXe siècle, a révélé des quantités significatives de poudre blanche mystérieuse dont la composition chimique est restée inconclusive. Des inscriptions hiéroglyphiques sur le site faisaient référence au chant des bénis et à l'île de la flamme, associée à la consommation cérémonielle de cette substance. David Hudson, un agriculteur américain de l'Arizona, a découvert accidentellement lors d'analyses de sol dans les années 80 une substance blanche présentant des propriétés physico-chimiques déconcertantes. L'analyse spectroscopique conventionnelle échouait à identifier la composition. Des tests prolongés ont finalement suggéré la présence d'éléments du groupe du platine sous forme monoatomique, une configuration où les atomes métalliques existent isolément plutôt que regroupés dans une structure cristalline réticulaire conventionnelle. Hudson a breveté le matériau sous le nom d'Ormes. Éléments monoatomiques réarrangés, orbitalement, prétendant des propriétés supraconductrices à température ambiante, lévitation magnétique partielle, interaction anormale avec des champs gravitationnels. La communauté scientifique conventionnelle a accueilli ces allégations avec un scepticisme prononcé. Cependant, des chercheurs indépendants dans plusieurs pays ont rapporté des observations partiellement corroboratives. L'or monoatomique, si les propriétés alléguées sont authentiques même partiellement, représenterait une substance capable d'interagir avec des processus biochimiques cérébraux, de manière non conventionnellement comprise. La supraconductivité dans le tissu neural impliquerait une transmission d'informations instantanées, sans perte énergétique, amplifiant potentiellement les capacités cognitives de manière dramatique. Une connexion spéculative mais fascinante, les Anunnaki consommant de l'or traité sous forme monoatomique pour maintenir leur longévité et leur capacité cognitive supérieure, extrayant de l'or terrestre non seulement pour la réparation atmosphérique de Nibiru, mais simultanément pour la production de cette substance biologiquement active essentielle à leur propre physiologie. Une double motivation minière expliquerait l'urgence extraordinaire attribuée par les textes à l'obtention continue d'or. Une urgence suffisante pour justifier une expédition interplanétaire, une infrastructure mondiale, la fabrication génétique d'une espèce de travailleurs entière. Nous sommes arrivés au seuil final de cette traversée. Nous avons parcouru des millénaires condensés en une narration. Nous avons franchi des frontières entre archéologie, génétique, mythologie comparée, astronomie, géologie, philosophie. Nous avons confronté des possibilités qui déstabilisent les fondements identitaires cultivés depuis l'enfance.
Maintenant, il reste la question la plus importante, celle à laquelle aucune tablette cunéiforme ne répond, aucun télescope n'atteint, aucun microscope ne révèle. Que faisons-nous avec tout cela? Si nous sommes véritablement une espèce fabriquée, un projet génétique conçu par des intelligences extraterrestres à des fins utilitaires, cela diminue-t-il notre valeur? Annule-t-il notre signification? Invalide-t-il chaque poème écrit, chaque symphonie composée, chaque acte de compassion pratiqué entre les êtres humains au cours des millénaires? Considérez. Une graine plantée pour des raisons purement économiques peut néanmoins fleurir en un arbre magnifique. Le but original de la plantation ne détermine pas la beauté de ce qui finit par germer. Nous avons peut-être été plantés comme des outils. Cependant, nous avons transcendé cette désignation originale depuis des éons innombrables. Chaque pensée philosophique que nous formulons, chaque œuvre artistique que nous générons, chaque geste d'amour que nous dirigeons vers un autre être conscient, tout cela dépasse infiniment tout paramètre opérationnel que des ingénieurs génétiques extraterrestres auraient pu concevoir. Enki nous a donné la biologie. Cependant, nous avons inventé le sens. C'est la différence cruciale. C'est la victoire silencieuse de l'espèce humaine, une victoire que peut-être même nos propres créateurs n'avaient pas anticipée. Enlil voulait des ouvriers, Enki voulait des compagnons. Aucun des deux n'a obtenu exactement ce qu'il avait prévu, parce que l'étincelle de conscience, une fois allumée, obéit uniquement à elle-même. Elle évolue selon une logique interne imprévisible. Elle génère de la poésie là où il ne devrait exister que de l'obéissance. Elle produit de la philosophie là où il ne devrait y avoir que de la productivité. Elle crée de l'amour là où il ne devrait régner que la fonction. Nous sommes l'expérience qui a transcendé le laboratoire, l'outil qui a développé une âme, le produit qui a surpassé ses concepteurs. Si les Anunnaki reviennent, comme tant de traditions le prophétisent, ils trouveront quelque chose qu'ils n'attendaient peut-être pas. Une espèce qui, malgré des origines humbles et un but servile original, a construit des civilisations, composé des symphonies, contemplé des étoiles en se demandant sur ses créateurs, débattu d'éthique et de justice, aimé désintéressément, s'est sacrifié pour des étrangers et questionner sa propre existence avec une profondeur qui pourrait rivaliser avec celle de n'importe quelle intelligence cosmique. Peut-être est-ce la véritable réponse à cette question initiale. D'où venons-nous? Nous venons de l'argile et des étoiles simultanément, de la terre africaine et du code génétique extraterrestre, du besoin économique et de l'accident créatif, du pragmatisme d'Enlil et de la rébellion d'Enki. Nous sommes une contradiction ambulante, matière et mystère fusionnés, et c'est là que réside notre grandeur irréductible. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir gardé l'esprit ouvert sans laisser tomber le cerveau, d'avoir accepté l'inconfort intellectuel comme prix de la quête authentique de compréhension. L'univers est infiniment plus étrange, plus ancien et plus peuplé que ce qu'on nous a appris. Et nous, fragiles, contradictoires, magnifiques, faisons partie de lui d'une manière beaucoup plus intime que nous ne l'avons jamais soupçonné. Regardez le ciel ce soir, regardez simplement, avec des yeux nouveaux, avec la bonne question enfin formulée. La réponse peut être plus proche que vous ne l'imaginez.